est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Valère. Merci d'être mon invité ce matin dans ce studio, de répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et au fond, on va parler de tout ça. Et on va commencer par parler des prix. On va parler de nos sous et des prix dans les rayons. La grande distribution qui prévoit encore un bond de l'inflation en mars. On parle même d'un mars rouge et des prix alimentaires qui seraient encore à la hausse. Est-ce aussi votre prévision ? Non, et je le dis avec beaucoup de force, arrêtons de jouer avec les peurs des Français. Je dois dire que ces discours sur mars rouge, décembre noir, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel vont y passer. Ça n'est pas la réalité. On nous dit depuis septembre-octobre dernier, il va y avoir une récession en France et une explosion du chômage. Bon, voilà ce que nous disaient les prévisionnistes et des gens soi-disant avisés. Je dis depuis septembre-octobre que nous aurons une croissance positive en 2023 et que le chômage continuera à refluer. Les dernières indications montrent que nous aurons une croissance positive en 2023 et jamais le chômage n'a été aussi bas en France. Oui, les prix ont augmenté, les prix de la grande consommation ont augmenté depuis novembre de l'ordre de 13%. Et nous allons rester à des niveaux de prix qui, je le sais, pour tous nos compatriotes, sont très élevés. Mais il n'y a aucune raison que ces prix s'enflamment à partir du mois de mars. Je dis bien, il n'y a pas les négociations. Aucune raison. Il n'y a pas les négociations en ce moment qui se terminent le 28 février ? Il y a des négociations, mais chacun doit faire des efforts. Je sais que les distributeurs font des efforts. Je souhaite qu'ils fassent des efforts supplémentaires pour protéger le pouvoir d'achat des Français, car j'ai toujours dit que nous pourrions vaincre l'inflation collectivement, si chacun s'y mettait, l'État, les entreprises, tout le monde. Je recevrai les distributeurs dans les tout prochains jours, tous les grands distributeurs, pour voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire encore davantage pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais je le redis, ne jouons pas avec les peurs des Français. Oui, la situation est difficile, mais les résultats de l'économie française sont solides, le chômage continue de baisser et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023, vers la mi-2023. L'inflation devrait refluer dans notre pays. Ça veut dire voilà ce que je peux dire pour rassurer nos compatriotes. D'ici 4 à 5 mois, pour vous, on aura atteint un pic, ça ne montera plus. D'ici l'été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays. C'est lent, c'est difficile aujourd'hui pour nos compatriotes, nous les protégeons, mais je ne veux pas que certains jouent avec les peurs des Français en disant récession, chômage, vague de faillite. Ça ne correspond pas à la réalité. Et je pense qu'il est bon en politique de revenir à la réalité et de garder son sang-froid. Alors moi j'aimerais bien quand même comprendre, Bruno Le Maire, vous dites que ça n'est pas la réalité. Alors la réalité c'est que les prix ont déjà beaucoup augmenté, je redonne les derniers chiffres sur un an, plus 60% pour des produits comme l'huile, plus 30% pour la viande, plus 20% pour le beurre et la crème fraîche, ou plus 15% sur les œufs qui augmentent particulièrement récemment, mais là c'est en partie et en grande partie dû à la question de la grippe aviaire. Mais Bruno Le Maire, quand vous dites qu'ils jouent avec les peurs, pourquoi ils font ça alors ? J'aimerais bien comprendre. Vous leur poserez la question. Oui, je leur poserai la question. Michel-Édouard Leclerc sera à votre plutôt que de jouer à ce même micro mercredi par exemple. Mais les distributeurs avec qui je vais dialoguer cette semaine en présence d'Olivia Grégoire qui est chargée des PME, vous allez leur trouvent des demander solutions, mais qu'on trouve des solutions ensemble. Enfin, se mettre devant un micro et dire aux Français ça va être terrible, ça va être épouvantable, ça fait pas avancer beaucoup les choses. Se mettre autour d'une table et chercher des solutions pour que l'impact de cette inflation, que je ne nie pas, je vous dis 13% d'augmentation, c'est beaucoup, je fais mes courses, je vois bien ce que ça coûte aujourd'hui l'alimentation. Vous faites vos courses ? Quand on a, évidemment, je fais mes courses chaque semaine, j'ai 4 enfants, j'ai une famille. Bien sûr, mais il faut vous bien êtes que je la ministre, nourrisse. on s'imagine souvent toute personne qui habite près de chez moi pourra témoigner que le samedi ou le dimanche, dès que j'ai le temps, je vais faire mes courses. Mais c'est pas l'épreuve, j'aime bien faire les courses. Ouais. Ça me permet de savoir exactement ce que ça coûte. Ça fait partie aussi presque de votre boulot en fait. Ça fait partie de mon boulot de voir que quand on a une famille de 4 enfants, ce qui est mon cas, les courses coûtent de plus en plus cher et que c'est un vrai problème. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, Paul de Malherbe, on n'a pas beaucoup avancé. Ce qui compte, c'est que nous nous mettions autour de la table avec tous les distributeurs, nous le ferons dans les prochains jours, que nous regardions lucidement la situation et que nous disions mais vous êtes distributeur, vous faites déjà, je le sais, des efforts pour avoir des prix cassés sur un certain nombre de produits. Comment peut-on faire, tous ensemble, pour que l'impact de cette inflation actuelle soit la plus faible possible sur le panier de nos compatriotes. Donc voilà, vous allez enfin réussir à faire ce fameux panier anti-inflation. Ils vous ont devancé d'ailleurs, en réalité. Je vais vous dire, je ne sais pas si ce sera un panier anti-inflation. Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace. Moi, je crois au travail collectif. Ils disent parfois d'ailleurs que le panier anti-inflation qui a été lancé par Bercy, c'est un peu une manière de récupérer le truc. Mais eux, au fond, ils le font déjà. La seule chose qui compte pour moi, c'est le pouvoir d'achat de nos compatriotes.
Je sais à quel point, pour des millions d'entre eux, à chaque fin de mois, c'est difficile. Et à quel point nos compatriotes se sentent coincés par l'augmentation de ces prix alimentaires. Donc la bonne solution, c'est se mettre autour d'une table, travailler sur des solutions opérationnelles et les présenter d'ici la mi-mars. Moi, j'ai fixé le 15 mars comme date limite pour trouver ensemble une solution opérationnelle sur cette augmentation des prix alimentaires et des prix de grande consommation de manière plus générale. Vous nous parlez de la grande distribution. Eux, ils parlent surtout des industriels. Ils pensent à Nestlé, Danone, Lactalis. Certains envisagent même de boycotter leurs produits, de ne pas les distribuer parce que, tout simplement, ils n'acceptent pas les hausses que ces industriels leur demandent. Intermarché dit, chez nous, vous trouverez plus de bouteilles d'Évian parce qu'en fait, on n'accepte pas les 22% de hausse qu'ils nous demandent. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous estimez aussi que les industriels ont une grande part de responsabilité? L'inflation, elle touche tout le monde. Elle touche les industriels, elle touche les distributeurs. Est-ce qu'il y en a qui se gavent? Elle touche évidemment les agriculteurs. Bruno Le Maire, vous aviez fait une étude pour dire, attention, s'il y a des gens qui profitent de l'inflation pour rajouter des marges pour eux, on va vérifier tout ça. Vous l'aviez vérifié avant l'été. Personne, d'après votre enquête, ni la grande distribution, ni les industriels ne s'étaient gavés sur le dos de l'inflation. Est-ce que vous pourriez refaire une enquête aujourd'hui pour vous assurer que ça n'a pas changé? Nous la referons. Je dis, je crois, à votre micro, que nous referions une enquête au printemps. Donc comme je tiens toujours parole, nous referons une enquête au printemps pour nous assurer que personne ne s'en met plein les poches dans cette période qui est dure pour tous nos compatriotes. Mais je le redis, je ne vois qu'une seule solution, c'est celle que j'applique depuis près de 6 ans que je suis ministre de l'économie. Mettre tout le monde autour d'une table, voir quelle est la réalité de la situation, trouver une solution avec une seule boussole, les Français. C'est la seule boussole qui compte, c'est qu'au bout du compte, le consommateur français puisse avoir des prix qui soient les plus bas possibles. Et on a bien compris que ça passerait pas forcément par un panier anti-inflation, qu'il y aura d'autres formules, mais celle-là, vous avez l'air d'estimer qu'elle est déjà un peu dépassée. Et on est bien d'accord que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de Mars rouge. Non, il n'y aura pas de Mars rouge. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de Mars rouge. Et vraiment, que ce message soit bien entendu, quand la situation économique de notre pays commence à se redresser, que les choses tiennent, que ça tient au travail des salariés, au travail de tous ceux qui vont à leur entreprise ou sur le lieu de travail le matin, aux chefs d'entreprise qui font un travail remarquable. Moi, je n'aime pas qu'on dise que tout va mal, qu'on va avoir un Mars rouge et qu'on joue avec les peurs des Français. On peut pas non plus dire je pense que c'est irresponsable. Non, mais je dis simplement, nous traversons une période difficile. Il faut la voir avec lucidité, comprendre que nous allons en sortir, que nous aurons, je le redis, une inflation qui va refluer à la mi de l'année, que nous devrions avoir à partir de 2024 une croissance encore plus positive et que nous continuons à viser le plein emploi en 2027. Voilà, il faut avoir des perspectives pour les Français. Qu'on est sorti de la crise, voire même qu'on n'y est jamais vraiment rentré. Mais on a eu la crise la plus grave que nous ayons connue depuis 1929, la crise du Covid. Ensuite, on a eu par-dessus ça la crise inflationniste la plus grave depuis le choc pétrolier de 1973, avec une flambée des prix du gaz et une flambée des prix de l'électricité. Oui, j'en parle au passé, parce que je considère que, sauf événement international majeur, lié notamment à la guerre en Ukraine, qui est suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de toutes nos têtes, sauf événement international majeur, nous devrions, à partir de 2024, retrouver un cycle de croissance puissant, notamment autour de la décarbonation de l'économie et de la transition climatique. Donc je veux fixer des perspectives économiques à nos compatriotes pour qu'ils ne se disent pas on est enfermé dans une situation qui est une situation difficile, on n'en sortira jamais. Si nous allons en sortir. On va en reparler aussi de la guerre en Ukraine et de cette épée de Damoclès, comme vous dites. Mais on en est où des ristournes totales? Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait une ristourne supplémentaire? Vous n'aviez pas dit qu'il y avait des gros profits? Parce qu'il y a quand même des profits conséquents. Je crois la parole du président de Total, Pouyanné, Patrick Pouyanné. Si les tarifs dépassent 2 € au litre, eh bien, il y aura une remise. 2 € au litre. Parce que les Français, si on leur dit maintenant qu'ils ont 10% à la pompe, honnêtement, ils sont déjà contents. Avec le président de Total, je n'ai aucun doute qu'il tiendra. Mais vous n'auriez pas voulu qu'ils mettent la barre un peu plus bas? Il a fixé la barre à 2 €. Je rappelle, vous parliez des surprofits que font un certain nombre d'entreprises. Je veux qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. L'État récupère les surprofits et finance avec cela l'intégralité ou une grande partie du bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Nos compatriotes doivent bien comprendre qu'à partir du mois de janvier de cette année 2023, ils auraient dû avoir à payer 180 à 200 € par mois de plus, par mois, sur leur facture de gaz et leur facture d'électricité, s'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire qui coûte 46 milliards d'euros. D'où est-ce que je trouve ces 46 milliards d'euros? Ça vous coûte 46 milliards d'euros, oui. Et vous trouvez 46 milliards d'euros? Vous les avez trouvés chez les... Je trouve 46 milliards d'euros, une partie sur le budget et une autre grande partie
sur la taxation des surprofits que font ces entreprises. Ça s'appelle le prélèvement sur la rente inframarginale, si on veut être tout à fait technique. Allons-y. Mais en réalité, si on veut être plus politique, c'est une taxe sur les surprofits qu'ont fait un certain nombre d'entreprises Total, vous lui prenez énergétiques. Mais Total, on lui prend tout ce qu'ils font comme bénéfice sur le raffinage, c'est-à-dire sur leur activité. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui participent au financement du bouclier énergétique. Que là aussi, tous ceux qui nous écoutent n'aient absolument aucun doute. Lorsqu'une entreprise a une rente qui est liée à l'explosion des prix de l'électricité ou du gaz, nous récupérons cette rente et avec ça, nous finançons le bouclier énergétique. Mais vous allez quand même finir par augmenter les impôts. Certainement pas. Alors si je vous pose cette question comme ça, c'est parce qu'il y en a un qui quand même connaît bien ces systèmes d'impôts. C'est l'ancien président de la République. Il a été aux manettes, il a tout tiré, les ficelles. Et en plus, il a été à la Cour des comptes. Et lui, il dit, il n'y a aucun doute, à un moment, vous ne pourrez pas éviter une hausse des impôts. Voilà ce qu'a dit François Hollande hier. Mais c'est fou de persévérer dans ces erreurs à ce point-là. Enfin, l'augmentation des impôts, c'est ce qu'on a essayé depuis les années 80. C'est ce qu'a fait François Hollande. Le résultat, c'est que c'est un échec économique, c'est un échec sur le front du chômage. Et au bout du compte, c'est un appauvrissement généralisé de notre économie. En fait, nous avons essayé. Ce que vous voulez dire, c'est que François Hollande projette sur vous ce qu'il aurait fait lui, c'est ça ? Je ne sais pas, lui, il en a tiré les conséquences, puisqu'il a augmenté massivement les impôts, il n'a pas pu se représenter comme président de la République. Emmanuel Macron a baissé les impôts, il a été réélu comme président de la République. C'est peut-être toute la différence entre une politique qui échoue et une politique qui marche. Nous, notre politique économique de baisse des impôts, elle nous a permis de créer 1,6 million d'emplois. Elle nous a permis de redresser l'économie française. Elle nous a permis, pour la première fois depuis 20 ans, d'avoir plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment, parce que les impôts de production, ça pèse terriblement sur l'industrie française. Elle nous a permis d'avoir, aujourd'hui, en 2023, une croissance qui est positive. Notre politique économique de baisse des impôts donne des résultats économiques. Elle a permis la réélection d'Emmanuel Macron, et je pense que c'est la bonne pour le pays. Au passage, même pour les finances publiques, c'est bon. Quand vous baissez le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, vous n'avez pas moins de recettes fiscales, vous en avez plus. Pourquoi ? C'est vrai que c'est difficile d'imaginer comment on arrive à faire plus. Mais parce que vous avez ouvert des entreprises, parce que vous avez relancé l'industrie, parce que vous avez créé des emplois. C'est ce que n'a toujours pas compris François Hollande, qui reste visiblement dans l'idéologie des années 80, là où nous, avec le président de la République, nous voulons construire l'économie du 21e siècle. François Hollande, il dit hier, face à l'ampleur des investissements engagés, notamment dans la transition écologique pour la réindustrialisation, le gouvernement n'aura guère d'autre alternative que d'augmenter les prélèvements obligatoires. Lui, il dit carrément, François Hollande, qu'il faudrait une taxation des superprofits, voire même une augmentation de la TVA. Et puis ensuite, il vous cible, vous, Bruno Le Maire, puisqu'il parle de vous. Il dit, je ne vois pas où le ministre, en l'occurrence le ministre de l'économie, qui a utilisé le quoi qu'il en coûte jusqu'à l'épuisement pourrait réaliser rapidement des économies dans la sphère de l'État, puisque vous aviez engagé la semaine dernière un nouveau chantier de réduction des dépenses. Il dit que c'est impossible. Non mais je suis très heureux d'être visé par un ancien président de la République, mais je le redis, sa politique a échoué. La nôtre réussit. Et des augmentations d'impôts, il en est hors de question. J'ai toujours indiqué, et le président de la République a été très clair également, que cela ne faisait pas partie de nos options. Pourquoi ? Parce que la baisse des impôts crée de l'activité économique, crée des emplois et nous permet d'avoir la croissance qui finance la transition écologique. Et effectivement, vous avez deux possibilités pour financer la transition écologique. La première qui consiste à augmenter les impôts sur les Français. Il me semble qu'il y a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui. Ou à augmenter les impôts sur nos entreprises. Il me semble qu'on a toujours un problème de compétitivité et qu'il faut continuer à essayer de le régler. Cette politique-là est vouée à l'échec. Et c'est quoi donc ? Et il y a une autre politique qui est celle que nous menons avec beaucoup de persévérance depuis 6 ans, qui a permis à la France d'être la nation la plus attractive pour les investissements étrangers, qui permet à la France de s'approcher du plein emploi et qui fait de la France l'une des nations qui réussit le mieux du point de vue économique. C'est celle qui consiste à créer de l'activité, de la richesse, de la prospérité, en arrêtant de retirer aux Français l'argent de leur travail et en arrêtant de plomber la compétitivité de nos entreprises, notamment industrielles, avec toujours plus d'impôts. Il y a des faillites en chaîne quand même ces derniers jours. Mais il y a des faillites en chaîne, notamment San Marina, Camaïeu, Gosport. On sent que Gap est sur la sellette. 26 magasins de Galeries Lafayette. Ne jouez pas vous non plus au Mars Rouge. Nous retrouvons la normale. Ça vous paraît normal ? Nous retrouvons la normale des chiffres de faillite. Nous avons 55 000 faillites. Donc le fait qu'il y ait une augmentation des faillites n'est qu'un retour, en fait. Mais c'est un retour à la normale de ce que nous avons toujours connu depuis des années, c'est-à-dire environ 55 000 faillites par an en France. Il y en a eu beaucoup moins. Parce que le Covid... Il y en a eu beaucoup moins quand nous avons protégé avec la politique du quoi qu'il en coûte, qui a sauvé des millions d'entreprises,
des millions de salariés et des milliers d'entreprises. Mais maintenant, nous revenons à la normale. Nous avons effectivement un nombre de faillites qui est plus élevé. Nous faisons très attention à continuer à protéger les entreprises, mais nous revenons à la normale. Et je tiens à redire à quel point le cap que nous fixons, c'est bien celui d'avoir des impôts qui n'augmentent pas, de la richesse supplémentaire qui est créée, et du plein emploi en 2027. J'ai encore des questions à vous poser, Bruno Le Maire, sur la question du partage de la valeur, sur la question des retraites et sur l'Ukraine. Sur le partage de la valeur, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, redoute que vous ne respectiez pas l'accord qu'il est en train de finaliser avec les syndicats. Il est assez ferme là-dessus. Il a l'air de dire que vous voudriez l'entourlouper. Est-ce que ce sera le cas ou est-ce que vous pouvez vous engager ce matin à respecter l'accord tel qu'il sera décidé entre eux? On n'entourloupe personne et quand il y a un bon accord, je pense qu'il est bon de respecter un bon accord. C'est un bon accord et je dirais même que cet accord qui a été conclu par les partenaires sociaux est une avancée majeure. Là aussi, pour nos compatriotes, qui est ma seule obsession. Et des primes de partage de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, le partage de la valeur, il bénéficie d'abord aux entreprises les plus grandes. 80% des salariés des grandes entreprises ont un accord d'intéressement, de participation ou des primes. 20% seulement des salariés des PME y ont droit. Et l'avancée historique, je pèse mes termes, l'avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c'est de rendre obligatoire pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des 3 dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d'une prime défiscalisée. Donc vous vous engagez à respecter cet accord? Nous respecterons cet accord qui est un bon accord et qui est même historique pour tous les salariés des PME parce que pour tous nos compatriotes qui travaillent dans une PME, qui sont salariés dans une PME et qui n'ont pas droit à ce partage de la valeur, eh bien s'ils appartiennent à ces entreprises, ils auront droit à un des dispositifs de partage de la valeur. Et comme je crois profondément au travail et au travail qui paye bien, c'est une vraie avancée. Bruno Le Maire, le débat sur les retraites à l'Assemblée, ça s'est terminé vendredi à minuit et ça a donné ça. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour l'honneur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ça, c'est à minuit, vendredi, notamment les députés LFI qui criaient « On est là », c'est qui est notamment le slogan dans les manifestations. De l'autre côté, sur les bancs de la majorité du gouvernement et même de ses alliés, il y avait la Marseillaise pour y répondre. Ça a été un chaos absolument général. Est-ce que vous diriez, comme François Hollande, que c'était un gâchis? Est-ce que là-dessus, vous seriez d'accord avec François Hollande? Oui, là-dessus, je serais d'accord. C'est plus qu'un gâchis, c'est pathétique. C'est pathétique. Mais vous en prenez peut-être votre part aussi, quand même? Non, absolument pas. Non. Nous avons voulu, avec Olivier Dussopt, avec la majorité, avec la Première ministre, mener un débat de fond sur l'avenir du régime de retraite par répartition. Nous avons eu droit soit au silence du Rassemblement national, qui n'est jamais sorti du bois, qui s'est caché, qui s'est planqué. Mais quand on fait de la politique, on ne se planque pas. On avance à visage découvert, on défend ses positions. Le Rassemblement national s'est planqué. Et de l'autre côté, vous avez eu la France insoumise, qui a vociféré pendant 2 semaines, qui a menacé directement le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Tout ça est pathétique, tout ça est lamentable. Et tout cela montre des oppositions totalement irresponsables, qui ne voient pas que l'enjeu, c'est pas simplement le régime des retraites, c'est que soit nous travaillons tous collectivement davantage, et chacun d'entre nous doit entendre cela, soit la France va s'appauvrir, soit nos enfants s'appauvriront, soit nos petits-enfants s'appauvriront, soit nous rétablissons les comptes publics, soit nous rétablissons les comptes publics dans les mois qui viennent, parce que nous revenons, comme je l'ai dit, à une situation économique normale. Soit nous allons payer des taux d'intérêt toujours plus élevés et nous aurons une charge de la dette toujours plus élevée. Soit nous nous engageons à réindustrialiser. J'entends votre question et je vais y répondre. Je veux juste qu'on mette ce matin les points sur les i sur la situation de la France. Soit la France, collectivement, travaille davantage, soit nous nous appauvrirons. La preuve en est, une fois encore, les propositions qui ont été faites par la France insoumise. Augmenter les cotisations des entreprises, c'est quoi? C'est appauvrir les entreprises. C'est provoquer des faillites dont vous parlez. Soit vous augmentez les cotisations sur les salariés, c'est appauvrir les salariés. Et c'est menacer le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent et qui ont un salaire. Mettons les points sur les i. Je suis stupéfait de l'irresponsabilité des oppositions qui ne voient pas la réalité, qui ne savent pas ce que c'est qu'une dette, qui ne savent pas ce que c'est qu'un déficit, qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'un entrepreneur qui doit payer ses salariés. Et on a parfois le sentiment qu'elles ne savent même pas, y compris ceux qui défendent, soi-disant les plus pauvres, soi-disant les plus modestes, ça ne les dérange pas de leur retirer 400 balles de cotisation par an pour payer le financement des régimes de retraite. Qu'est-ce que vous diriez dans Laurent Berger? Je vous parle des oppositions politiques. Oui, enfin, c'est le mais je vous parle, je pèse mes mots. Je vous parle des oppositions politiques. Ce pas des ennemis.
ce sont des adversaires. Mais la politique, c'est la réalité. Et la réalité se venge contre vous quand vous la méprisez. J'accuse les oppositions, Rassemblement national comme la France insoumise, de mépriser les réalités. Ces réalités se vengeront contre nous si nous n'en tenons pas compte. Et je pense que c'est l'honneur de la majorité, des députés de la majorité, des ministres qui ont défendu ce texte, d'avoir voulu mettre l'ensemble des oppositions face à leurs responsabilités et montrer la réalité des choses à nos compatriotes. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vous nous dites donc ce matin qu'il n'y aura pas de mars rouge, sauf s'il y a un drame avec cette épée de Damoclès. J'avoue que j'ai quand même une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire en Ukraine? Il y a encore une épée de Damoclès? L'épée de Damoclès, c'est l'extension du conflit. L'extension du conflit jusqu'à nos portes, bien sûr, voire même au-delà. 8h53, Bruno Le Maire, ministre de l'économie sur RMC BFM TV.